La nuit du 5 juillet 1944 pesait lourdement sur la Normandie. La pluie avait cessé, mais l'air portait encore l'odeur âcre de la terre humide et du diesel. Au sud de Caen, dans la demi-lueur d'une ferme abandonnée, 4 silhouettes s'étaient regroupées, immobiles, silencieuses, concentrées, sous un ciel encore innocent, incapable de révéler la tempête à venir. Elles attendaient le signal. Ces hommes et cette femme savaient qu'ils étaient suspendus entre la vie et la mort, entre la peur et la promesse d'une France libre. Avant de reprendre, dites-nous d'où vous nous regardez, et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, parce que demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. Leur chef, Henri Delmas, autrefois simple fermier, était devenu un homme forgé par la perte. Sa terre confisquée, sa femme tuée, son fils déporté, ce soir-là, il ne parlait pas de vengeance, mais de devoir. « Nous faisons cela pour la France », dit-il d'une voix basse mais ferme. À ses côtés se trouvait Luc Morel, ancien mécanicien de Rouen, un homme robuste aux mains tachées d'huile, au regard fidèle. Près de lui, André Vasseur, un étudiant de 20 ans, le visage pâle, les doigts tremblants, portait dans ses yeux la peur de sa jeunesse. Enfin, il y avait Claire Lemoine, messagère de la Résistance, courageuse sous ses habits de paysanne, qui avait transporté tant de secrets dissimulés sous des bidons de lait. Ils avaient 25 minutes pour agir. Devant eux, un détachement allemand d'une 50aine d'hommes gardait une ligne ferroviaire cruciale. Un train chargé de munitions, de carburant et de renforts devait passer avant l'aube, en direction des plages. Leur mission était simple, mais essentielle. Couper la ligne, retarder le train et désorganiser l'ennemi avant l'invasion annoncée. Le message codé de la BBC, entendu plus tôt dans la soirée, avait donné l'ordre. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Ces mots poétiques, transmis à la radio, étaient le signal. L'heure était venue. Plus au nord, dans les quartiers du commandement allemand, les officiers riaient. Ils parlaient à voix haute de la rumeur d'un bombardement massif. Les Américains préparaient, disait-on, leurs bombardiers géants, les B-17, surnommés Flying Fortress. L'un des officiers, un verre de schnapps à la main, éclata de rire. Ces forteresses volantes sont trop lourdes, elles brûleront au décollage. Les autres approuvèrent, moqueurs, sûrs de leur supériorité. Les rapports qu'ils lisaient n'étaient que des mots, sans poids réel. Ils ignoraient que dans le ciel, quelque chose changeait déjà. Henri déplia lentement une carte grossière, dessinée à la main sur un morceau de papier jauni. « Luc, toi et moi, nous passerons par le défaré, au fossé jusqu'à la buse, ici, » dit-il, en désignant un point. « André, tu poses les charges au sud. Claire, tu restes sur la crête. Si tu vois un mouvement, un signal, et tu fuis. Compris ?» Claire hocha la tête. Ses yeux brillaient d'un mélange de courage et de peur. « Et s'ils te prennent ?» demanda-t-elle. Henri esquissa un sourire fatigué. « Alors tu seras celle qui racontera que nous avons essayé. » Ils sortirent, un à un, se faufilant dans la nuit. Leurs bottes s'enfonçaient dans la boue encore humide, le vent agitait les branches, une chouette ululait au loin. L'odeur des pommiers se mêlait à celle du métal froid. À travers les haies, les lampes allemandes luisaient, petites étoiles d'un monde qu'ils voulaient éteindre. Luc et Henri atteignirent la buse du chemin de fer. La voie brillait faiblement sous la lune, comme une cicatrice d'acier. Luc posa son sac au sol et en sortit les explosifs, bricolés à partir de grenades volées et de sucre volé à une distillerie. André, plus loin, reliait les fils du détonateur. Ses mains tremblaient. « Combien de temps » murmura-t-il. Henri regarda sa montre. « 18 minutes. » Pendant que leurs cœurs battaient à l'unisson, à des centaines de kilomètres de là, dans le ciel anglais, des centaines d'avions étaient alignés sur les pistes. Les moteurs ronronnaient, les hélices coupaient la brume. Les pilotes, jeunes pour la plupart, vérifiaient leurs cartes, leurs compas, leurs prières. Le grand raid se préparait. Les Allemands pouvaient rire, mais la vérité était déjà en marche. Claire, depuis sa crête, observait. 2 sentinelles allemandes approchaient du point de sabotage, leurs casques luisant sous la lampe. Elle fit 2 signaux rapides avec sa lampe couverte, un avertissement silencieux. Henri comprit aussitôt. Il n'avait plus le luxe du temps. « Luc !
On y va maintenant, murmura-t-il. Luc posa le dernier crochet, enclencha la minuterie et souffla. Comme pour une vieille moissonneuse, hein? Henri hocha la tête. Cours. Une voix retentit. Halte. Verda. Puis un éclair blanc illumina le champ. Une fusée éclairante monta dans le ciel. La nuit explosa. Partez, hurla Henri. Les 4 résistants s'éparpillèrent dans les broussailles. Les balles sifflèrent, arrachant des éclats d'écorce. Claire dévala la pente, tenant la boîte du détonateur contre son cœur. Henri. La ligne est prête, cria-t-elle. André tomba dans un fossé, touché. Luc revint sur ses pas, le saisit sous les bras. Laisse-moi, haleta André. Pas ce soir, grogna Luc en le traînant. Les phares d'un camion allemand jaillirent dans la brume. Henri cria. Claire. Elle hésita une seconde, le visage couvert de boue et de larmes, puis appuya sur le levier. L'explosion fit trembler la terre. Les rails se tordirent. Une boule de feu monta vers le ciel, et les cris allemands se perdirent dans la fumée. Le train prévu pour l'aube ne passerait jamais. Le feu éclairait les pommiers comme un lever de soleil sanglant. Le souffle chaud frappa les visages des résistants. Henri contempla le chaos, le cœur battant. Dans le lointain, les cloches d'une église sonnèrent. Pas pour une messe, mais comme un écho involontaire de victoire. La ligne était détruite. La mission réussit. Le vent apporta un autre son, grave, continu, presque surnaturel, un grondement venu du ciel. Henri leva la tête. À travers la fumée et les nuages, on distinguait déjà le vrombissement lointain d'escadrilles entières. Des ombres massives traversaient la lune. Les forteresses volantes, leur tonnerre montait, régulier, infini. Les Allemands, qui quelques heures plus tôt riaient, levèrent à présent les yeux avec effroi. Leurs visages pâlirent. La moquerie se changeait en silence. Les forteresses qu'ils avaient méprisées s'étendaient désormais, à perte de vue, formant une armée de métal suspendue dans le ciel. Henri serra les poings. Claire, haletante, regardait le ciel. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « C'est la réponse du monde à leur arrogance » murmura Henri. À cet instant, les résistants comprirent qu'ils n'étaient pas seuls. Leur sabotage n'était qu'une étincelle parmi d'autres. Le véritable feu venait d'en haut. Le ciel entier appartenait désormais à ceux qui refusaient de plier. Les Allemands avaient ri des forteresses volantes. Mais ce matin-là, le 5 juin 1944, le rire se tut. Le ciel de Normandie venait de s'assombrir sous 1000 ailes d'acier, et dans ce silence nouveau, Henri Delmas sut que l'aube de la liberté approchait. Henri déroula lentement une carte, dessinée au crayon sur un morceau de papier arraché. « Luc et moi, nous passerons par la haie jusqu'à la bus, ici. André, tu poses les charges sur la voie sud. Claire, tu restes en observation sur la crête. S'il te repère, tu avertis et tu fuis. » Claire le fixa. « Et s'ils te prennent » demanda-t-elle d'une voix douce. Henri la regarda droit dans les yeux. « Alors tu seras celle qui leur dira que nous avons essayé. » Elle hocha la tête sans un mot, sachant qu'il disait la vérité. Leurs bottes s'enfonçaient dans la terre gorgée d'eau alors qu'ils traversaient le verger. Le vent faisait frémir les épis de blé au loin. Un chien aboya, puis se tut. La nuit semblait respirer à leur rythme. Plus bas, à travers le brouillard, les lampes allemandes brillaient faiblement. Un petit poste d'occupation, symbole d'une arrogance aveugle, inconsciente de la tempête qui approchait. Luc et Henri atteignirent la bus. La voie ferrée luisait comme une lame sous la lune. Luc posa son sac au sol et en sortit les explosifs. Des charges bricolées à partir de munitions allemandes volées et de sucre dérobé dans une distillerie voisine. André, plus au sud, connectait le détonateur, ses mains tremblantes sous la tension. « Le temps » chuchota-t-il. Henri leva sa montre, à peine visible sous la lampe couverte. « 18 minutes. » Pendant qu'il s'activait dans l'obscurité, ailleurs au-dessus de l'Europe, la véritable ombre se préparait.
Les Alliés s'assemblaient. Les pistes d'Angleterre vibraient sous les moteurs. Les B-17, les forteresses volantes, étaient prêts. Ce que les Allemands considéraient comme des monstres lents et vulnérables s'apprêtaient à recouvrir le ciel. Dans les bars et les messes de la Wehrmacht, on riait, on se moquait des B-17, de ces forteresses volantes dont la presse alliée vantait les exploits. « Laissez-les venir », disait-il. « Ils tomberont comme des oiseaux. » D'autres se souvenaient des bombardements sur Cologne ou Hambourg et prétendaient que ces raids de 1000 avions n'étaient que des exagérations. Les Américains, pensaient-ils, n'avaient ni le courage ni la précision. Mais ces rires, désormais, sonnaient creux. Henri, accroupi près de la voie, vérifia la mise en place des charges. Luc serra les dents en ajustant le minuteur. Le tic-tac discret résonnait comme un battement de cœur. « On est bon », souffla Luc. Henri acquiesça, puis posa sa main sur son épaule. « Reste calme, nous avons encore 15 minutes. » Le vent se leva, portant avec lui une odeur d'herbe brûlée. Claire, sur la colline, observait à travers une paire de jumelles rouillées. Tout semblait tranquille. Pourtant, au loin, un grondement sourd se mêlait au vent, imperceptible pour les oreilles allemandes. Ce grondement, c'était celui des avions. Au-dessus de la Manche, des centaines de bombardiers américains prenaient leur formation. Les projecteurs balayaient les pistes tandis que les moteurs rugissaient dans la brume. Les jeunes pilotes, souvent à peine âgés de 20 ans, échangeaient des sourires nerveux avant de décoller. Chaque avion portait un nom peint à la main. Liberty Bell, Memphis Queen, Heavenly Dancer. Ils ne savaient pas encore combien reviendraient. Pendant ce temps, la tension montait sur le terrain. André regardait la montre d'Henri briller faiblement. 10 minutes. Luc plaça le dernier détonateur et recula. C'est prêt. Leurs visages étaient couverts de boue, leurs yeux brûlaient de fatigue. Henri leva le poing, le signal du silence. Les soldats allemands, au loin, riaient encore autour d'un feu. L'un d'eux jouait de l'harmonica. Les notes flottaient dans l'air humide, grotesquement paisible. Soudain, un cri retentit. « Halt !» Verda. Une lampe s'alluma. Le faisceau glissa sur les buissons. Claire, depuis sa crête, fit un signal rapide avec sa lampe couverte. 3 éclats courts. Henri comprit aussitôt. Plus de temps à perdre. « Luc !»« Enclenche !» murmura-t-il. Luc enclencha la tela minuterie. Les secondes se mirent à s'égrener. Une fusée éclairante monta dans le ciel, projetant une lumière crue sur la voie ferrée. « Cours !» cria Henri. Ils se dispersèrent, la terre giclant sous leurs pas. Les balles allemandes fendirent l'air. André trébucha dans la boue, mais Luc revint sur ses pas pour l'attraper. « Bouge-toi !» cria-t-il. Claire dévala la pente, tenant le boîtier du détonateur contre son cœur. « Henri, la ligne est prête. » Les phares d'un camion allemand apparurent dans la brume. Les soldats criaient, s'agitaient. Henri se retourna vers Claire. « Maintenant !» Elle hésita un instant, puis appuya sur le levier. La détonation secoua la vallée. Une boule de feu monta vers le ciel. Les rails se tordirent, les wagons stationnés s'enflammèrent. Le souffle projeta des pierres, des branches, et un silence de mort suivit l'explosion. Puis les cris allemands éclatèrent, confus, désordonnés. Allaitante. Henri la rejoignit, la prit par les épaules. « Ça y est, c'est fait. » Leur mission réussie, ils s'enfuirent dans les bois, le feu des rails illuminait les troncs, dessinant des silhouettes fuyantes. Les Allemands tiraient à l'aveugle, leurs balles sifflant dans la nuit. Henri sentit la chaleur du brasier derrière lui, et sut qu'ils avaient gagné quelques précieuses heures pour les Alliés. Mais dans le ciel, au-dessus d'eux, une autre bataille commençait. À des centaines de kilomètres, les formations de B-17 se rassemblaient. 1000 avions, 1 millier de forteresses volantes, pleines de bombes, de courage et de peur. Les pilotes vérifiaient leurs compas, échangeaient leurs derniers mots. L'ordre tomba. Cap sur l'Allemagne. L'obscurité était totale. Seules les lumières de position, rouges et vertes, scintillaient comme des étoiles en formation.
Le ronflement collectif des moteurs formait une symphonie métallique. Chacun savait que là-dessous, des milliers d'Allemands riaient encore, inconscients. Henri, dans les bois, leva les yeux vers le ciel. Entre les branches, il aperçut de faibles points lumineux. Le grondement devint plus fort. « Qu'est-ce que c'est » murmura Claire. Henri répondit doucement. « Ce sont eux. Les forteresses. » Plus au nord, dans un bunker allemand, les rires cessèrent. Un officier colla son oreille au téléphone de campagne. « Combien d'appareils » demanda-t-il. La réponse arriva. Trop nombreux pour compter, il sortit, leva les yeux et vit le ciel. Des silhouettes massives recouvraient l'horizon. 1000 forteresses volantées avançaient comme une armée céleste. Les projecteurs allemands s'allumèrent, fouillant les nuages. Les sirènes hurlèrent. Les batteries de flak ouvrirent le feu. Le ciel se couvrit d'éclats de lumière. Les bombardiers continuaient leur route, impassibles, formant une marée d'acier et de feu. Dans un B-17 nommé Liberty Bell, le capitaine John Harris serrait le manche. « Tenez la formation » cria-t-il dans son micro. Autour de lui, les balles traçantes passaient comme des météores. À travers les nuages, il aperçut d'autres forteresses, alignées, disciplinées. L'air vibrait du rugissement des moteurs et du fracas des explosions. Au sol, Henri et les siens virent la scène s'étendre au-dessus d'eux. Les bombardiers passaient en vagues successives, leurs ombres projetées sur les champs. Luc souffla, émerveillé. Claire, tremblante, murmura. Le ciel est vivant. Les Allemands, qui quelques heures plus tôt riaient, regardaient maintenant avec terreur. Leurs casques reflétaient les flammes. Le vacarme des canons couvrait les cris. L'arrogance s'était changée en panique. Henri, couvert de suie, observa ce déluge de feu. « Voilà, » dit-il, la voix rauque. « Voilà ce qu'ils redoutaient sans le savoir. » Autour d'eux, la terre vibrait. Les bombes tombaient au loin, dessinant sur la plaine des éclairs aveuglants. Les résistants restèrent un moment immobiles, fascinés et effrayés à la fois. Ils comprenaient que leur petite victoire sur la voie ferrée n'était qu'une étincelle dans une guerre d'ombre bien plus vaste. Mais ce soir-là, dans cette vallée perdue de Normandie, ils avaient tenu bon. Henri regarda encore une fois vers le ciel, où 1000 forteresses volantes traçaient leur route. Le grondement s'éloignait lentement, emportant avec lui la peur et la certitude d'un avenir. Ils se moquaient d'eux, dit-il à voix basse. Maintenant, ils savent. Dans les heures suivantes, la Normandie entière serait secouée par l'enfer. Mais dans cette nuit où tout semblait possible, les résistants avaient vu la preuve vivante que le monde n'avait pas oublié la France. Les Allemands avaient ri des B-17. Pourtant, lorsque 1000 forteresses noircirent le ciel, même les plus orgueilleux comprirent qu'aucune forteresse terrestre ne résisterait longtemps à celle du ciel. Depuis la crête, Claire distingua un mouvement. 2 sentinelles allemandes avançaient lentement vers la voie, leurs silhouettes découpées dans la lueur vacillante des lampes. Elle saisit sa petite lampe de signalisation et fit 2 éclats rapides. En bas, Henri s'immobilisa. Les gardes étaient bien plus proches qu'il ne l'avait prévu. « Luc » souffla-t-il, « nous n'avons plus le temps. » « Mets-la en place maintenant. » Luc esquissa un mince sourire. « Comme réparer un vieux tracteur, hein » murmura-t-il, les doigts agiles malgré la peur. Il verrouilla les pins, arma le détonateur, puis hocha la tête. « C'est fait. » Henri lui lança un regard grave. « Alors cours. » Un cri jaillit soudain. « Halt !» Une fusée éclairante déchira le ciel, inondant la nuit d'une lumière blanche et brutale. « Courez !» hurla Henri. Les 4 résistants se dispersèrent comme des ombres. Les rafales d'armes automatiques zébrèrent le verger. Les balles frappaient la terre humide, ricochaient sur la pierre, sifflaient à quelques centimètres de leur visage. Claire dévala la pente, serrant la boîte du détonateur contre sa poitrine. « Henri, la ligne est prête !» cria-t-elle. André était tombé près d'un fossé, la jambe ensanglantée. Luc revint sur ses pas,
le saisit sous les bras et le tira avec effort. « Laisse-moi, haleta André. »« Pas cette nuit, » grogna Luc, le portant malgré son poids. Devant eux, les phares d'un camion allemand déchiraient la brume. Le moteur rugissait, les voix se rapprochaient. Le temps s'égrenait comme des secondes brûlantes. Henri cria « Claire ! Le détonateur, maintenant !» Claire hésita un battement de cœur, puis frappa la manette de toute sa force. L'explosion fut une délivrance et un tonnerre. La terre vibra sous leurs pieds. La voie se souleva, les rails se tordirent comme des serpents de métal. Des morceaux de gravier s'envolèrent, des flammes s'élevèrent haut dans la nuit. Le camion fut projeté sur le côté, ses roues arrachées, son moteur éventré. Une pluie de feu tomba sur le talus, illuminant la scène comme un enfer ouvert. Luc protégea André de son corps, les oreilles bourdonnant. Henri, couché à plat ventre, sentit la chaleur lui lécher la nuque. Quand il leva la tête, il vit le résultat de leur œuvre. La ligne était déchirée, brisée, condamnée. Le train allemand, celui qui devait ravitailler les positions de camp avant l'aube, ne passerait pas. « André, tu tiens le coup » hurla Luc. « Oui, je crois » répondit-il faiblement. Claire rejoignit le groupe, haletante, le visage couvert de suie. Henri la saisit par les épaules. « C'est fait » dit-il simplement. Et pour la première fois depuis des semaines, un sourire passa sur son visage. Mais l'heure de joie fut brève. Au loin, les sirènes hurlèrent. Des fusées rouges montaient dans le ciel, avertissant les garnisons voisines. Les Allemands comprenaient ce qui venait de se produire. Henri leva les yeux vers la crête. « On doit partir. Maintenant. » Ils s'enfoncèrent à travers champs, l'un soutenant l'autre. Le sol tremblait encore, et derrière eux, le feu gagnait le wagon renversé. Claire se retourna une dernière fois. Dans la lueur du brasier, elle crut voir les silhouettes allemandes courir, paniquées, cherchant à éteindre l'incendie. Elle murmura une prière sans mots, puis suivit Henri dans la nuit. Quelques heures plus tard, au-dessus de la Manche, d'autres flammes s'allumaient. Non pas celles des explosions, mais celles des moteurs d'avion, des centaines, puis des milliers. Le grondement monta d'abord comme un murmure, puis devint une marée. Les escadrilles alliées, formant d'immenses vagues d'acier et de feu, se dirigeaient vers le Pratif, le continent. Les Allemands, dans leur poste d'observation, levèrent les yeux. Ce qu'ils virent leur coupa le souffle. Le ciel, d'un horizon à l'autre, était noirci par les silhouettes des bombardiers. Des baies, dix-sept, des forteresses volantes, alignées par centaines, puis par milliers, les rayons du soleil levant se reflétaient sur leur fuselage argenté. Une ombre géante recouvrait la France occupée. Un officier allemand resta figé, les jumelles tremblantes entre ses mains. « Mein Gott » souffla-t-il. Ce n'était plus une rumeur, ce n'était plus un mythe, c'était l'enfer mécanique des Alliés qui se déversait sur l'Europe. Les B-17, qu'ils avaient tant méprisés, avançaient désormais en une seule vague interminable. Des formations entières, si vastes qu'elles semblaient effacer les nuages. Henri, Luc, Claire et André, réfugiés dans une grange à moitié détruite, entendirent ce grondement lointain. Henri se leva, sortit, et observa le ciel. À travers les ouvertures du toit, il vit les traînées blanches des moteurs. Il comprit. « Ça y est, » dit-il dans un souffle. « Ils arrivent. » Claire se plaça à côté de lui. « Les forteresses » demanda-t-elle. Henri acquiesça. « Oui, 1000 forteresses, peu, être plus ?» Le tonnerre des avions couvrit leur voie. Le monde entier semblait suspendu. Sur les plages, les Allemands couraient vers leurs batteries. Les canons antiaériens s'inclinaient vers le ciel, prêts à tirer. Mais le nombre était au-delà de toute mesure. Une pluie de bombes s'abattit bientôt sur les dépôts, les ponts, les routes. Chaque explosion secouait la terre comme un cœur battant trop fort. Luc serra la main d'André. « Tu vois, petit frère, on n'a pas souffert pour rien. » André sourit faiblement. « Non. On a ouvert la voie. Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps. Alors, si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre butin. Cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire.
Dans le vacarme du ciel, Claire ferma les yeux. Elle pensa à tous ceux qui, comme eux, avaient risqué leur vie dans l'ombre, les messages codés, les sabotages, les sacrifices. Et maintenant, la lumière venait, terrible, aveuglante, mais libératrice. Les Allemands, qui la veille encore riaient des bombardiers américains, ne riaient plus. Ils couraient, se couvraient, priaient, le rugissement des moteurs et le fracas des bombes écrasaient toute arrogance. Les forteresses volantes dominaient le ciel comme un jugement. À midi, la ligne de Caen n'existait plus. Des wagons brûlaient encore sur les rails tordus. Les explosions s'étaient éteintes, remplacées par le bourdonnement des avions qui retournaient vers l'ouest, mission accomplie. Henri regarda la fumée s'élever au loin. Le silence revint, lourd, presque sacré. « Nous avons réussi », dit-il enfin. Luc s'assit contre un mur de pierre, épuisé mais vivant. André dormait, le visage calme malgré la douleur. Claire se laissa tomber dans l'herbe, levant les yeux vers le ciel encore marqué de traînées blanches. Le soleil perçait à travers la fumée. Et dans cette lumière, Henri eut la certitude que, malgré les pertes, malgré la peur, quelque chose venait de basculer. Ce soir-là, dans les villages normands, les cloches sonnèrent d'elles-mêmes, sans ordre. Les habitants sortirent de leurs caves. Ils voyaient le feu, la fumée, mais aussi l'espoir. Le vent portait encore l'odeur du carburant et du sang. Pourtant, dans ce chaos, la liberté approchait. Les forteresses avaient volé, et le ciel, ce matin-là, appartenait de nouveau à la France. Haut dans le ciel, à des altitudes où l'air devient mince et glacé, des centaines de bombardiers alliés, y compris les B-17 et d'autres appareils lourds, se rassemblaient en formation parfaite. Les Allemands, confiants dans leur supériorité, continuaient de se moquer. Pour eux, ces forteresses volantes n'étaient que des monstres d'acier maladroits, lents et faciles à abattre. Mais lorsque les formations atteignirent près d'1 millier d'avions, le ciel cessa d'être un simple théâtre de guerre. Il devint une créature vivante, immense et terrifiante. Ce qui s'était produit des années plus tôt au-dessus de Cologne, la nuit du 30 au 30 et en mai de l'an 1942, se reproduisait maintenant, sous une autre forme, au-dessus de la Normandie. Les pilotes de la Royal Air Force s'en souvenaient encore. Cette nuit-là, plus de 1000 appareils avaient décollé ensemble, volant comme une rivière d'ombre au-dessus du Rhin. Cologne avait été plongée dans le feu et la stupeur. Désormais, ce n'était plus seulement une opération stratégique, c'était un symbole. L'union de nations, d'hommes et de machines contre la tyrannie. En Normandie, ce même esprit se déployait, porté par la détermination de libérer la France et d'en finir avec l'arrogance ennemie. Sur le sol, les soldats allemands riaient encore, inconscients de l'envergure de ce qui approchait. Certains buvaient du café noir dans les tranchées, d'autres ajustaient distraitement leurs uniformes, persuadés que rien d'extraordinaire ne se produirait ce jour-là. Mais bientôt, un grondement lointain se fit entendre. Au début, ce n'était qu'une vibration ténue, semblable à celle d'un orage naissant. Puis le bruit enfla, prit corps, se répandit à travers l'air comme une vague. Les oiseaux s'enfuirent, les arbres frémirent, et les visages se levèrent. Les B-17 arrivaient. Leurs ailes larges découpaient le ciel en géométrie parfaite. Sous leur ventre pendaient des cargaisons de bombes, alignées comme des dents d'acier prêtes à mordre la terre. Les rayons du soleil levant frappaient leurs carlingues, les transformant en éclats d'argent mouvant. Chaque moteur battait à un rythme précis, chaque escadrille suivait la précédente avec une coordination presque irréelle. Vue du sol, cette armada ressemblait à une armure céleste, un bouclier d'ombre et de flammes. Dans une forêt au sud de Caen, Henri, Luc et Claire s'étaient réfugiés derrière un vieux mur de pierre. Leur sabotage de la voie ferrée avait réussi. Le train allemand n'était jamais passé. Ils attendaient maintenant, haletants, le contre-coup de leur acte. Mais ce qu'ils entendirent n'avait rien à voir avec des représailles. C'était un tonnerre venu du ciel. Henri leva les yeux et son souffle se coupa. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Claire, à genoux près de lui, écarquilla les yeux. Au-dessus des nuages, une armée entière avançait. Les formations se suivaient à perte de vue.
Ce n'est pas possible, souffla-t-elle. Luc, le regard fixe, esquissa un sourire incrédule. Ce sont les forteresses, dit-il simplement. Les bombardiers passèrent en vagues successives, leurs silhouettes noircissant la lumière. Le grondement devint continu, puissant, vibrant, jusque dans le sol. Chaque battement d'hélice résonnait dans la poitrine des hommes et des femmes en dessous. Les Allemands qui, la veille encore, se moquaient des B-17, cessèrent soudain de rire. Dans une batterie anti-aérienne près de Bayeux, un officier allemand observa le ciel à travers ses jumelles. « Ce n'est pas possible », répéta-t-il. Son adjoint tremblait. « Herr Hauptmann, il y en a des centaines, non, des milliers. » Le commandant resta muet. La réalité s'imposait. Leur arrogance avait été leur erreur. À cet instant, un message radio s'échappa d'un poste de résistance. C'était Clément, caché dans un village voisin. Sa voix, chargée d'émotion, résonna dans l'appareil « Ils arrivent ». Ce n'était plus seulement une mission de sabotage, ni une bataille, isolée. C'était l'histoire elle-même qui changeait de cap. Le ciel, jadis symbole de domination allemande, appartenait désormais à ceux qu'ils avaient sous-estimés. Henri ferma les yeux. Le son des moteurs remplissait tout. Il pensa à son fils perdu, à sa femme disparue, à la ferme qu'il n'avait jamais revue. Il pensa aussi à la promesse qu'il s'était faite. Ne jamais laisser la peur devenir une habitude. En cet instant, alors que le ciel entier vibrait d'une énergie nouvelle, il sut que la guerre basculait. Les Allemands, eux, tentaient désespérément de réagir. Les batteries anti-aériennes s'embrasèrent, projetant des éclats de feu dans le ciel. Mais les bombes tombaient déjà. Des colonnes de fumée s'élevaient des dépôts de carburant, des voies ferrées, des ponts stratégiques. Chaque explosion faisait trembler la terre. Le fracas des bombes, les cris, le crépitement des flammes, tout se mêlait dans un chaos apocalyptique. Henri, Luc et Claire restèrent immobiles, hypnotisés par la scène. C'était comme si le ciel lui-même s'effondrait. « C'est la fin », murmura Claire, mais Henri secoua la tête. « Non. C'est le commencement. » Les B-17 continuaient d'affluer. Leurs escadrilles s'étendaient d'horizon en horizon. Le ciel n'était plus bleu. Il était noir, noir d'ailes, noir de métal, noir d'intention. Le grondement des moteurs était devenu le cœur battant d'un monde en marche. Dans un abri allemand, un jeune soldat leva la tête. Il n'avait que 10 à 9 ans. Ses mains tremblaient. « Ils sont combien » demanda-t-il à son supérieur. « Trop », répondit l'autre. « Beaucoup trop. » Les communications allemandes devinrent hystériques. Les rapports affluaient. Colonne principale, au-dessus de Caen, altitude inconnue, densité massive. Les forteresses, méthodiques, poursuivaient leur travail. Chaque bombardier lâchait sa charge au moment exact, suivant un plan tracé à la seconde près. En bas, les flammes s'étendaient comme un tapis mouvant. La Normandie tremblait sous la colère des airs. Henri sentit une larme couler sur sa joue. Ce n'était pas la peur, ni même la joie. C'était autre chose. Un soulagement profond, presque sacré. Après tant d'années d'ombre, la lumière revenait. « Tu entends » dit-il à Luc. « C'est le son de la fin de leur empire. » Luc hocha la tête. « Et celui du début d'une autre. » Au loin, les cloches de l'église de Caen sonnèrent. Peu, être à cause des secousses, peu, être par la main d'un curé qui, comprenant enfin, décida de les faire résonner. Quoi qu'il en soit, leur son se mêla au rugissement du ciel, comme une prière mêlée à un cri. Les Allemands, terrés dans leur position, ne trouvaient plus la moindre trace d'humour. Leurs visages, figés, reflétaient la nageard, panique. Leurs propres avions, peu nombreux et mal préparés, tentaient désespérément de percer la nuée de forteresses. Mais les B-17 formaient un mur.
Les chasseurs ennemis se brisaient contre lui comme des mouches sur une vitre. Dans la clairière, Claire serra le bras d'Henri. « On l'a fait, » murmura-t-elle. Henri hocha la tête. « Oui, mais pas seul. » Les explosions s'espacèrent peu à peu. Le tonnerre s'éloigna. Il ne resta bientôt que des volutes de fumée montant vers le ciel. Les forteresses viraient maintenant vers l'est, leur mission accomplie. Certaines portaient des impacts, d'autres laissaient des traînées de feu, mais toutes continuaient à voler, fières, indomptées. Henri observa longtemps les traînées blanches laissées derrière elles. Elles formaient un réseau entrelacé, comme les filles d'une toile géante. « Regarde, » dit-il doucement, « ce sont des routes vers la liberté. » Claire sourit, fatiguée mais pleine d'espoir. « Oui, et nous sommes encore debout pour les voir. » Luc, le visage couvert de suie, ajouta. Les Allemands se moquaient des forteresses. Maintenant ils les craignent. Le vent souffla à travers la forêt, emportant avec lui l'odeur de poudre et de terre brûlée. Le soleil, timidement, perça à travers la brume. Ses rayons illuminèrent les visages des résistants. Henri respira profondément. « Aujourd'hui, le ciel leur a répondu, » dit-il. Et, au-dessus d'eux, les dernières forteresses s'éloignaient lentement, leurs ombres glissant sur la terre comme une promesse. Le ciel, un instant plutôt noir et furieux, reprenait sa teinte bleutée. Mais pour ceux qui avaient vu, qui avaient entendu, il resterait marqué à jamais, car ce jour-là, le ciel de Normandie avait parlé. Et son message, gravé dans la mémoire des hommes, disait « L'arrogance se dissout dans le tonnerre. » L'aube naquit dans un silence tendu, brisé seulement par le murmure, lointain des vagues et le cri d'un oiseau solitaire. En Normandie, l'air sentait la poudre, le sel et la peur. Le résultat de la mission était clair. Le train de renfort allemand avait été retardé de 12 heures entières. 12 heures, un battement d'ailes dans la vie d'un homme, mais une éternité sur le front d'une guerre. À l'est, sur les plages encore enveloppées de brume, les forces alliées s'étaient avancées avec prudence, découvrant avec étonnement que la division allemande attendue n'était pas en place. Les opérations du matin se déroulaient dans un chaos calculé, mais un chaos désormais à l'avantage des Alliés. La mission de sabotage avait tenu sa promesse. Elle avait offert le plus précieux des trésors au combat du temps. Henri, Luc et Claire avaient fui la Seine avant l'aube, s'enfonçant dans les bois détrempés, les bottes écrasant les feuilles gorgées de rosée. Ils étaient 3 à présent. André n'avait pas survécu. Il gisait sous les chênes, son sang mêlé à la terre noire, tenant encore entre ses doigts le fil du détonateur, comme une relique. Le fil, symbole de leur courage et de leur révolte. Henri l'avait enterré à la lisière du bosquet, traçant une croix grossière dans un morceau de bois brisé. Il resta un long moment immobile, puis murmura d'une voix presque imperceptible. « 25 minutes. » C'est tout ce qu'il a fallu pour tout changer. Claire détourna le regard, les yeux noyés de fatigue et de douleur. Luc, silencieux, retira sa casquette et la tint contre sa poitrine. Autour d'eux, la forêt semblait retenir son souffle. Le grondement des moteurs alliés résonnait dans les hauteurs. Un roulement profond et régulier. Des centaines de bombardiers B-17 et autres forteresses volantes traversaient le ciel, formant un fleuve de métal et d'ombre. Leur rugissement couvrait la terre entière, comme si le tonnerre lui-même se faisait, et leurs complices. Les Allemands, jadis arrogants, observaient cette procession d'acier sans comprendre. Eux qui riaient autrefois des avions américains, les croyaient lents, vulnérables, maladroits. À présent, ces forteresses incarnaient la vengeance du ciel. Leurs silhouettes noires, serrées comme une armée d'oiseaux géants, projetaient sur le sol l'ombre d'un destin irréversible. Dans un poste de commandement allemand, à plusieurs kilomètres de là, la confusion régnait. Les ordres s'entremêlaient, les téléphones de campagne hurlaient. « Pourquoi le train n'est-il pas encore arrivé ?» criait un officier, la mâchoire serrée. Mais personne n'avait de réponse. Les rails tordus, les câbles arrachés, les explosions nocturnes, tout avait été effacé dans la fumée du sabotage.
Henri, accroupi derrière un rocher, écoutait le grondement venir de la Satois. Côte. Il ne savait pas encore si les Alliés réussissaient, mais il sentait, au plus profond de lui, que la guerre venait de basculer. Le vent portait des bruits étranges, le fracas des canons, les cris lointains, et parfois, entre deux rafales, les notes brisées d'une chanson d'espoir. Luc alluma la radio récupérée sur un soldat allemand. Les ondes grésillèrent avant de laisser passer une voix anglaise, haletante. Les plages sont sécurisées. Les forteresses. Claire ferma les yeux et laissa une larme rouler sur sa joue. Le sacrifice d'André n'avait pas été vain. Le soleil monta lentement, chassant la brume. À mesure que la lumière se répandait, les ombres des bombardiers se multipliaient sur la terre. Leurs ailes massives découpaient le ciel en géométrie mouvante. En bas, les troupes allemandes regardaient vers le haut, paralysées. Ce n'était plus une guerre d'hommes, mais une guerre de monde, celui du sémande, ciel et celui du sol. La puissance aérienne écrasait la fierté allemande, non seulement par les bombes qu'elle portait, mais par le message qu'elle transmettait. L'ère de la domination ennemie touchait à sa fin. Henri posa une main sur le sol. Il pensa à André, à tous ceux dont le nom ne serait jamais inscrit dans un livre d'histoire. Les anonymes, les oubliés, les invisibles, ceux qui, dans le silence de la nuit, avaient façonné le destin. Nous n'avons pas gagné la guerre, pensa-t-il, mais nous avons gagné un jour, et ce jour suffit à changer tout le reste. Les heures passèrent lentement. À midi, le ciel grondait encore. Les avions continuaient leur marche vers l'est, inlassables. Chaque battement de moteur vibrait jusque dans les entrailles de la terre. Claire regardait les nuages. « On dirait qu'ils ne s'arrêteront jamais », murmura-t-elle. Luc répondit avec un faible sourire. « Espérons qu'ils n'auront pas à le faire. » Dans les villages alentours, les habitants commençaient à sortir de leurs cachettes. Certains levaient timidement la tête vers le ciel, croyant à un miracle. Pour la première fois depuis des années, ils voyaient dans ces ombres ailées non pas la menace de la guerre, mais la promesse d'une libération. Des enfants couraient dans les champs comptant les avions, riant malgré le tonnerre. Ce vacarme, jadis symbole de peur, devenait celui de l'espoir. Quand le soir tomba, Henri, Luc et Claire quittèrent la forêt. Ils marchèrent longtemps, suivant la lueur rouge du couchant. Les silhouettes des baies d'Isept s'éloignaient à l'horizon, petites et glorieuses. Ils atteignirent une clairière où le vent soufflait fort, emportant l'odeur de la mer. Henri s'arrêta et regarda le ciel. « C'est terminé, dit-il simplement. Luc répondit « Non, ce n'est qu'un commencement. » Claire, tenant dans ses mains la boîte du détonateur d'André, ajouta « Et il en fait partie. » Ils restèrent un moment là, debout, à écouter le monde changer. Le ciel, noirci de fumée et de gloire, s'ouvrait lentement à la lumière des étoiles. Les Allemands, autrefois moqueurs, avaient cessé de rire. Les forteresses volantes avaient transformé leur arrogance en crainte. La guerre ne s'achevait pas encore, mais son cœur venait de battre autrement. Henri ferma les yeux et respira profondément. Le vent caressait son visage, comme pour effacer les cicatrices de la nuit passée. Il pensa à la phrase d'André, prononcée avant leur départ. « Ce ne sont pas les grandes armées qui changent l'histoire, Henri. Ce sont les hommes qui refusent de se taire. » En ce jour, cette phrase sonnait comme une vérité absolue. Dans les hauteurs, le grondement s'éloigna peu à peu, remplacé par le chant du vent. Les arbres s'inclinèrent doucement. La Normandie retrouvait son souffle. Le tournant de la marée avait eu lieu invisible pour certains, évident pour d'autres, mais irrévocable. Et au cœur de ce tumulte apaisé, 3 silhouettes humaines reprirent leur marche vers la liberté, laissant derrière elles une tombe simple, une croix de bois et un ciel marqué à jamais par le passage des forteresses volantes. L'année 1964 portait encore dans ses plis le souvenir lointain d'une guerre terminée depuis près de 2 décennies. Les routes de Normandie étaient redevenues paisibles, bordées de haies vertes et de champs dorés. Ce matin-là, Henri Delmas, âgé de 54 ans, marcha lentement le long du sentier qui menait vers le champ au sud de Caen. Le vent doux du printemps agitait les hautes herbes et les coquelicots, et l'air sentait la terre mouillée après une averse nocturne. Là où jadis le grondement des chars et le sifflement des balles dominaient tout,
Il n'y avait plus que le chant des alouettes et le lointain cliquetis d'un train. Le vieux, résistant, s'arrêta au bord du talus. Devant lui s'étendait la ligne de chemin de fer, reconstruite depuis longtemps. Les rails brillaient sous la lumière du matin, comme si rien ne s'était jamais passé. Pourtant, sous cette terre tranquille, le passé respirait encore. Henri regarda autour de lui. Les champs où il avait couru en pleine nuit, la forêt où il s'était caché, et, là-bas, la petite clairière où reposait André. Rien n'avait changé, et pourtant tout semblait différent. Un peu plus loin, une stèle de pierre claire se dressait, encadrée de fleurs sauvages. Une plaque de bronze y portait 4 noms: Luc Morel, André Vasseur, Claire Lemoine, Henri Delmas. En dessous, gravée avec soin, une phrase simple: à ceux qui arrêtèrent le train et achetèrent du temps pour la liberté. Henri passa lentement la main sur les lettres, traçant du bout des doigts chaque nom, chaque souvenir. Le métal était froid, mais sous sa paume il crut sentir battre la chaleur du passé. Il ferma les yeux, et tout revint. Le cri d'un soldat allemand, la lumière d'une fusée éclairante, le souffle de l'explosion qui avait tordu les rails. Puis le silence après la déflagration, un silence si profond qu'il en devenait sacré. André, tombé près du fossé, tenant le fil du détonateur comme une relique, son visage apaisé dans la lueur vacillante des flammes. Henri se souvint de ces mots, étouffés par le sang. 25 minutes, c'est tout ce qu'il faut pour changer une vie. Ces mots n'avaient cessé de l'accompagner, année après année, à travers les décennies. Un train passa soudain, interrompant le flot de ses pensées. Il leva la tête, ce n'était plus un train de guerre, mais un convoi de paix. Des wagons remplis d'écoliers, de touristes, de familles en voyage. Leur rire résonnait à travers les fenêtres ouvertes, se mêlant au cliquetis régulier des roues sur le métal. Aucun de ces enfants ne connaissait l'histoire de cette voie ferrée. Aucun ne savait que, sous ces rails reconstruits, le sang avait coulé pour qu'ils puissent un jour voyager libres. Et c'était mieux ainsi. Henri sourit doucement. C'était exactement le but. Que le monde oublie la peur. Que la vie reprenne son cours. Que les enfants rient à nouveau là où jadis les hommes pleuraient. Il murmura: voilà notre victoire. Que personne ne se souvienne de la guerre, seulement de la paix qu'elle a laissée. Le vent souffla sur la plaine, soulevant les brins d'herbe et faisant frémir les fleurs autour du monument. Henri leva les yeux vers le ciel. Il était d'un bleu limpide, paisible, sans menace. Là, haut, autrefois, des milliers d'avions avaient rugi. Les forteresses volantes, ces bédiceptes que les Allemands avaient d'abord tournées en dérision, avaient un jour noirci ce même ciel. Les soldats ennemis les appelaient des « jouets de métal ». Ils riaient des Américains et de leurs machines encombrantes. Mais le jour où 1000 forteresses traversèrent le firmament au-dessus de Cologne, puis au-dessus de la Normandie, le rire s'était éteint. Henri se souvint de ce vacarme. Le grondement des moteurs, le frisson du sol, la vibration dans la poitrine. Il n'était pas aviateur, mais il avait senti ce que signifiait cette puissance. La fin de l'arrogance, le triomphe du courage collectif. Ces avions avaient apporté plus que des bombes, ils avaient apporté l'idée que la tyrannie pouvait être vaincue. Il s'assit sur un banc de pierre, posé à côté du mémorial. Ses mains tremblaient un peu, mais ses yeux brillaient encore d'une flamme intacte. Il disait que nos avions étaient des jouets, murmura-t-il, sa voix grave et douce. Mais même un jouet peut sauver un pays s'il est conduit par des hommes et des femmes qui refusent de tomber. Le vent répondit comme un écho, glissant à travers les champs. Et, dans ce souffle, Henri crut entendre quelque chose, un bourdonnement lointain, presque imperceptible. Peut était simplement le vent, ou peut être le souvenir des moteurs disparus, ceux des forteresses qui, autrefois, avaient labouré le ciel du tonnerre de la liberté. Il ferma les yeux. Pendant un court instant, il vit les silhouettes sombres des bombardiers glisser dans la lumière de l'aube, leurs ailes dessinant des ombres mouvantes sur la terre endormie. Puis tout se tut, le ciel demeura immobile, d'un bleu sans fin. Le vieux soldat sourit encore, une dernière fois. Autour de lui, la vie reprenait son rythme. Le bruit des trains, le vent, les voix au loin, tout ce qui faisait la paix. Il se leva lentement,
posa sa main une dernière fois sur la stèle, puis fit quelques pas en arrière. Les mots gravés brillaient sous le soleil de l'après-midi. À ceux qui arrêtèrent le train et achetèrent du temps pour la Yula. Liberté. Ces mots résonnaient maintenant différemment non comme une mémoire de guerre, mais comme un serment de paix. Henri regarda encore le ciel, immobile, infini, silencieux. Là où autrefois les forteresses volantes avaient rugi, il ne restait plus que le calme éternel. Ce calme, pensa Théil, c'était la victoire. Pas les défilés, pas les médailles, mais ce silence, celui qui suit le tonnerre, celui dans lequel un enfant peut rire sans peur. Et dans ce silence, il crut entendre une dernière fois le murmure de ses compagnons. Luc, riant doucement en ajustant son chapeau. André, concentré, les doigts sur le détonateur. Claire, fière et tranquille, portant les messages sous son manteau. Ils étaient là, invisibles, dans le souffle du vent et la lumière du jour. Henri ferma les yeux et murmura « Nous avons gagné », parce que le monde a continué de tourner. Le ciel resta muet, mais quelque part, dans le lointain, on aurait pu croire entendre encore le ronronnement d'un moteur, le passage d'une forteresse fantôme qui, une dernière fois, traversait le matin pour chasser les ombres du passé. Le ciel était redevenu tranquille, et dans cette tranquillité, la liberté avait trouvé sa demeure. Ensuite, 2 autres histoires exceptionnelles vous attendent à l'écran. Si celle-ci vous a touché, vous ne voudrez pas manquer les suivantes. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.